Europe 1, le 22-30. L'écho du jour, Jean-Michel Duez. Bonsoir Philippe Pouletti. Bonsoir. Vous êtes le président de la société de biotechnologie Denov et vous faites partie de ces 3 premières entreprises qui ont été choisies par Arnaud Montebourg comme étant emblématiques de la nouvelle France industrielle. Les 2 autres entreprises sont Michelin et Stensys, qui est spécialisée dans le matériel médical. Alors cette nouvelle France industrielle a été lancée la semaine dernière officiellement à Bercy. Tout d'abord, comment la définir, cette nouvelle France industrielle, au-delà du slogan, des termes, des mots? Alors, j'aurai ma propre définition, qui sera peut-être pas exactement celle d'Arnaud Montebourg, mais la nouvelle France industrielle, ce sont les entreprises fondées sur l'innovation technologique qui pourront conquérir à l'international des gros marchés et qui auront les moyens financiers de leur croissance. Et c'est cette nouvelle France qui peut nous refaire passer à une croissance de 3%, et non pas les entreprises qui sont vouées inexorablement à l'extinction ou la délocalisation. Alors lesquelles par exemple? Celles qui sont vouées à l'extinction? Je dirais que les entreprises qui dépendent du coût de production et qui sont assez banales dans le bien qu'elles produisent, eh bien, il sera toujours préférable pour le management de ces entreprises de délocaliser. Celles qui vont s'installer en France, c'est celle où la proximité du jus de cerveau est intéressante, c'est-à-dire proche de l'université, proche de la recherche universitaire, celle où le coût de production du produit est peu important parce qu'il est très innovant et qu'il a peu de concurrence internationale. Les produits qui sont protégés par des brevets d'invention solides. C'est celle-là, la nouvelle France industrielle. Donc le discours qui consiste à dire il faut relocaliser, il est faux ce discours. C'est pas la peine de le tenir. C'est quelque chose de dépassé déjà. Voilà, vue de l'esprit. C'est pas en mettant des barrières à la sortie du management, à la sortie des actionnaires qu'on va fabriquer cette nouvelle France industrielle. C'est en ayant tous les atouts pour fabriquer, comme dans la Silicon Valley, des très grosses entreprises rapidement à partir de la recherche académique, de la recherche technologique. Et la France est en pointe justement dans cette innovation technologique? La France a des très bons atouts. Oui. D'abord parce que la recherche académique, les découvertes scientifiques qui peuvent donner lieu à une création d'entreprise, ce n'est pas la recherche seulement du CNRS ou de l'Université de Marseille ou de Paris-Descartes, c'est la recherche mondiale. Pourquoi? Parce que nous pouvons, créateurs d'entreprises, scientifiques, acquérir une licence d'une université américaine pour créer une entreprise en France. Deuxièmement, la France est un pays où il fait bon vivre. J'en parle facilement puisque j'ai passé 13 ans en Californie et que je suis administrateur d'entreprises anglaises ou suisses. C'est un très bon pays. Il y a du bon management, il y a des bons ingénieurs, il y a des bons chercheurs, il y a des aides d'État tout à fait intéressantes, les aides d'Oseo, le statut de la jeune entreprise innovante, le crédit impôt recherche, qui veut dire qu'avec du capital raisonnable et l'effet de levier des aides d'État, on peut faire croître des startups pendant plusieurs années. Par contre, il y a un gros handicap, c'est que l'épargne des Français financière, qui est colossale, l'assurance vie, ça fait 1500 milliards d'euros de stock, n'est pas du tout investie dans les jeunes entreprises innovantes. Donc il faudrait réformer ça? Mais il y a une réforme structurante qui est indispensable, c'est que à peu près 5 à 7% de l'épargne financière des Français soit canalisée et dirigée vers les jeunes entreprises innovantes dans les domaines de l'aéronautique, du clean tech, des biotechnologies, de l'IT, afin que ces entreprises disposent des moyens financiers pour atteindre des objectifs ambitieux. Puisque vous parliez tout à l'heure d'Oseo et donc du financement public, ça veut dire que sans aide publique, une entreprise ne peut pas se monter, ne peut pas vivre. Alors, des entreprises qui vont avoir un chiffre d'affaires très rapide peuvent se monter sans aide publique. Mais lorsqu'il s'agit de développer un produit avec 5, 8, 10 ans de R&D, donc sans chiffre d'affaires. Ce qui est votre cas, parce que vous avez bénéficié, vous, de l'aide d'Oseo. Ce qui est le cas de Deinov, qui a été soutenu par Oseo. Eh bien, les montants en capitaux privés seront trop importants sans ces aides publiques. Par contre, l'effet de levier de ces aides publiques sera très positif si ces entreprises continuent à croître en France. Ce qui n'est pas toujours le cas, parce qu'aujourd'hui, on a un système où on peut aider les startups, mais le relais du marché boursier notamment est insuffisamment assuré.
Ce qui fait que les plus belles start-up, les plus belles jeunes entreprises vont souvent être rachetées trop tôt par des groupes étrangers, habituellement, qui, parfois, pas toujours, délocaliseront les produits, le management, la recherche et développement ailleurs. Qu'est-ce que vous attendez de cette banque publique d'investissement qui se crée en ce moment, qui a été officiellement lancée d'ailleurs ? Alors aujourd'hui, la banque publique d'investissement, c'est de dire on met le FSI, on met CDC Entreprises, on met Oseo sous une même trademark. Pourquoi pas ? C'est un outil supplémentaire, avec des moyens financiers supplémentaires. Mais par exemple, Oseo qui marche très bien, j'attends que la BPI ne casse pas le système Oseo qui fonctionne très bien. Vous craignez une usine à gaz un peu en quelque sorte. Je ne l'ai pas encore dit. Non. Mais j'attends de voir. J'attends de voir. Bon. Mais ce qui est très important, c'est que la BPI ne soit pas vue comme le remède à tous les maux. Pourquoi ? Il faut de la diversité dans l'entrepreneuriat, dans l'investissement. Une entreprise, un projet qui, à moi, va me plaira pas forcément à d'autres. Inversement, je dirais non à soutenir une entreprise dans un autre domaine qui pourrait être soutenue par d'autres investisseurs. S'il n'y a pas de diversité, on aboutit à un système figé où l'innovation ne sera pas privilégiée. Donc c'est une nouvelle France industrielle effectivement qui est en train de se créer par cette innovation. L'industrie lourde, c'est terminé en France. Il faut pas rêver, quoi. Écoutez, je ne suis pas un spécialiste de l'industrie automobile, mais je regarde un peu l'histoire. Les porteurs d'eau ont disparu lorsque l'eau courante est arrivée. C'est comme un organisme vivant. Il y a des cellules qui meurent. L'important, c'est qu'il y ait plus de cellules nouvelles qui soient générées. Et le renouvellement est indispensable. Donc les industries du passé vont mourir. Ça n'est pas un problème. Dès lors que notre économie, notre industrie, notre université sait susciter des nouvelles entreprises innovantes et sait former et assurer le passage des salariés de l'une à l'autre. Mais vous parliez de Stellantis tout à l'heure. Rien n'empêche un salarié de l'industrie automobile de rejoindre l'assurance qualité ou la production d'une entreprise de medical device qui produit des stents, ou une entreprise comme Deinov qui va fabriquer du bioéthanol à partir d'usines bactériennes. Mais on reproche également à la France finalement d'avoir laissé un peu de côté les emplois peu qualifiés. Alors c'est un peu le paradoxe, on n'en a plus besoin de ces emplois peu qualifiés. Non, toute industrie très novatrice suscite des emplois directs et des emplois indirects. La Silicon Valley a 2 à 3 emplois indirects pour emplois directs créés dans les hautes technologies. Pourquoi ? Parce qu'il faut des industries de support, parce que les gens qui viennent habiter dans la Silicon Valley ont besoin de maisons, il faut les construire. Donc c'est une économie très vivante. Mais pour tirer le train des emplois qualifiés et peu qualifiés, il faut des locomotives, et ces locomotives, c'est beaucoup plus les jeunes entreprises innovantes dans les secteurs technologiques. Alors par exemple, Deinov, vous avez créé votre entreprise en 2006. Oui. La cotation en bourse, c'était 4 ans plus tard. Voilà, c'est ça. Combien d'emplois vous avez créé depuis Alors aujourd'hui, 2006 en emploi direct, on a à peu près 35 emplois. En emploi indirect en Europe, on a 50-80 emplois, plus des coopérations avec le CNRS, avec l'Université de Montpellier, avec l'Institut de technologie de Finlande et avec d'autres universités. Donc c'est une entreprise qui a une vitesse de croissance rapide et puis qui établit des partenariats. L'entreprise a un partenariat avec Tereos, qui est le numéro 3 mondial du sucre. Donc ce type d'entreprise peut renouveler notre tissu industriel, à condition d'en faire une priorité économique nationale et à condition d'avoir les 2-3 réformes structurantes qui n'ont pas un coût élevé, qui assureront leur croissance. Mais avec 35 emplois, il en faut des milliers et des milliers de Deinov pour résorber le chômage. Écoutez, 1% de croissance, c'est sans doute une centaine d'entreprises qui ont un chiffre d'affaires de 1 milliard d'euros. Ça n'est pas énorme. Bien sûr, pour avoir à l'arrivée 10 à 15 ans plus tard, c'est 100 entreprises qui ont grossi très vite. Il faut en créer des milliers en amont, puisque toutes ne réussiront pas. Mais c'est tout à fait à la portée de la France. Et encore une fois, je connais bien la Californie et quelques autres pays européens. Je suis très optimiste pour ce pays, à condition de ne pas faire des réformettes médiatiques, mais de bien comprendre l'imbrication des atouts et des outils nécessaires à la croissance de ces entreprises. Et quand Arnaud Montebourg dit « nous devons reprendre confiance en nous-mêmes », il s'agit d'abord d'une bataille dans les têtes, il a raison.
Alors, il y a beaucoup de gens qui ont confiance en eux. Moi, je vis avec des scientifiques, d'autres entrepreneurs toute la journée. C'est même la qualité Donc, première d'un entrepreneur, quand même. Donc, ce que je fais, j'évite d'écouter trop la radio, de regarder trop la télé. Sauf le soir à 22h50. Sauf Voilà. le soir à 22h50, parce que c'est vrai qu'on pourrait devenir dépressif. Ouais. Mais ce pays a énormément de ressources et de ressorts. Donc c'est d'abord un état d'esprit, alors, en fait. C'est un état d'esprit. Et un entrepreneur, c'est d'abord quelqu'un qui n'a pas toutes les réponses aux questions qui se posent à un projet d'entreprise. Beaucoup de gens disent, pour y aller, il faut attendre d'avoir un business plan bien ficelé, d'avoir bien réfléchi à toutes les contraintes, à toutes les difficultés. C'est pas ça, une entreprise, un entrepreneur. C'est se dire, il y a un besoin dans le monde d'un nouveau produit. J'ai une idée de départ, une demande de brevet. Eh bien, on plonge dans la piscine et après, on nage. On construit l'entreprise, on embauche des gens. Et on a beaucoup plus de chances de réussir si on a une vision de moyen et long terme, et si on se donne les moyens en ressources humaines et financiers pour réussir, qu'on ne croit. Alors, votre produit phare, c'est le bioéthanol de la deuxième génération que Oui. vous fabriquez à partir d'une bactérie qui Oui. existe depuis toujours, on va dire. Alors, depuis 3,5 milliards d'années, c'est-à-dire que DayNove a démarré avec 3 milliards d'années de recherche et développement derrière. C'est un énorme atout. Mais ce qui veut dire qu'on avait une propriété intellectuelle très forte, puisque nos brevets dans le monde entier couvrent l'utilisation de cette bactérie. Et cette bactérie, elle a appris naturellement, en traversant les aires géologiques, climatiques très rudes, à utiliser les sucres et le carbone là où c'était difficile d'aller les chercher. Autrement dit, elle a naturellement appris à aller dégrader, digérer la biomasse, les déchets. Et à partir de ça, on a optimisé cette bactérie pour qu'à partir des sucres simples issus de la biomasse, elle puisse fabriquer du bioéthanol. Ça veut dire qu'effectivement, on en est encore à l'échelon pilote, mais dans les toutes prochaines années, on pense avoir un des nouveaux standards mondiaux d'usines bactériennes, de nano-usines, pour fabriquer tout en un du bioéthanol à partir de déchets de biomasse. Alors, vers quel marché, ce bioéthanol ? Alors, c'est les marchés, bien sûr, énergétiques. Vous savez que l'enjeu est colossal. Bien sûr, si vous interrogez Total, ils vous diront qu'il y a encore des réserves, mais même le PDG reconnaît que ces réserves sont limitées. Donc, l'après-pétrole, c'est aujourd'hui. Et il y a une poignée de sociétés technologiques dans le monde, dont fait partie DayNove, qui a une chance d'établir un des nouveaux standards industriels. Et en dehors du bioéthanol, d'autres sources d'énergie pourront être issues de la biomasse. En dehors du bioéthanol, des composés de chimie verte à haute valeur ajoutée peuvent être fabriqués par ces nano-usines de Deinocoque à partir de la biomasse. Donc les marchés sont très larges. Alors, sans vouloir être rabat-joie, vous allez dire qu'effectivement on est un peu pessimiste. Le bioéthanol, on en parle quand même depuis des années. Et concrètement, il n'est toujours pas, pas là. Vous avez le bioéthanol de première génération. Le Brésil, ça reste marginal quand même, non ? C'est significatif. Selon les pays, c'est 5, 7, 8%. L'Europe est derrière. Mais il ne faut pas regarder pour une jeune entreprise innovante les marchés avec la lorgnette de Paris ou de la France, qui est un petit pays dans le monde. Donc le bioéthanol est un enjeu planétaire. Certains pays prennent de l'avance, les États-Unis certainement, le Brésil. L'Europe s'interroge encore sur la place du bioéthanol, mais ce sera une des énergies du futur. Et DayNove, j'espère, en sera un des acteurs majeurs. Merci Philippe Politi, donc président de DayNove, et vous pouvez retrouver cette interview sur le site internet d'Europe 1, europe1.fr. Merci. Merci.